La lavande fine est la plante emblématique des paysages du sud de la France. Parfaitement adaptée au climat méditerranéen, elle s'épanouit depuis toujours dans le terroir rocailleux et ensoleillé de Provence. Ses fleurs libèrent une senteur fraîche et légère qui fascine les hommes depuis toujours. En la distillant, on obtient une huile essentielle raffinée qui entre dans la composition des plus grands parfums. En suivant le chemin qui mène de la fleur au flacon, nous allons redécouvrir la lavande, une plante méconnue et aujourd'hui menacée, dont le parfum est indissociable du paysage provençal. La lavande fine n'est pas une fleur, c'est une plante robuste qui pousse de préférence en altitude sur des terres calcaires et drainées. Les champs de lavande s'étendent aujourd'hui des plateaux de Valençol et d'Albion jusqu'aux montagnes de la Drôme provençale. On n'imagine plus le sud de la France sans eux. On pourrait penser que les couleurs de la lavande sont depuis toujours celles de la Provence. Pourtant, cela fait moins d'un siècle que la plante y est cultivée à grande échelle. Ces collines mauves, ondulantes, Vincent van Gogh n'aurait pas pu les peindre, car à son époque, elles n'existaient tout simplement pas. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les paysans provençaux ont récolté la lavande sauvage en pleine nature. Nicolas Delval perpétue aujourd'hui encore cette tradition. Passionné par les plantes aromatiques, il a quitté son Jura natal pour produire des huiles essentielles dans la Drôme. Avant d'être cultivée à grande échelle, la lavande était traditionnellement ramassée dans la nature, dans les montagnes. Il y avait beaucoup plus de lavande qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de troupeaux, de brebis, de chèvres, qui entretenaient un milieu ouvert où prospérait la lavande en fait. Et certains versants étaient bleus de fleurs de lavande. La lavande, elle s'est toujours ramassée traditionnellement à la main. Ici, en Drôme provençale, on est typiquement sur des montagnes sèches, avec beaucoup de petits villages reculés. Et ces gens en fait vivaient de ce que la nature aussi leur offrait. En fait, tout le village venait, et c'était l'occasion de rassembler les gens. C'était fédérateur, la lavande. C'était l'occasion aussi de faire la fête à la fin de la cueillette. Et cette lavande était assez prisée par les parfumeurs du sud-est de la France. C'était les acheteurs de Grasse qui venaient ici acheter l'huile essentielle. Utilisée depuis toujours comme plante médicinale, la lavande est devenue, à partir du XIXe siècle, l'ingrédient principal de nombreux parfums. Certains d'entre eux sont aujourd'hui devenus des classiques. Je sens Jiki dans sa version originale de 1889. C'est un parfum créé par les Aimé Guerlain pour la maison Guerlain. C'est probablement le premier parfum moderne utilisant de la lavande en grande quantité. C'était un parfum destiné aux femmes. C'est le premier parfum moderne parce qu'on l'a associé à des molécules de synthèse. Mais la lavande est connue finalement depuis l'Antiquité. Les Égyptiens s'en servaient pour embaumer leurs morts. Les Romains utilisaient des eaux de lavande pour se laver. Elle entre en France au Moyen-Âge dans la pharmacopée pour ses vertus thérapeutiques assainissantes, pour se protéger des miasmes et des odeurs. On commence à utiliser la lavande en parfumerie au XVIIe siècle dans des eaux de lavande, la plus connue étant la lavande de Yardley. On cherchait dans la lavande cette fraîcheur qu'il y a dans les notes de tête de la lavande. Et puis, petit à petit, avec le temps, elle s'est associée à des notes beaucoup plus douces et beaucoup plus orientales pour donner des parfums plus charpentés et plus tenaces, évidemment. En 1932, la maison Caron crée un parfum qui s'appelle Pour un homme, destiné aux hommes, dans lequel il associe la lavande à des notes très douces de vanille et de musc. Ce parfum existe toujours. C'est une référence en parfumerie quand on parle de notes de lavande.
Petit à petit, la lavande a été associée vraiment à la parfumerie masculine. Donc ce serait intéressant aujourd'hui de remettre cette essence dans des créations féminines, peut-être en passant par sa caractéristique florale, justement. La lavande sauvage ne pousse naturellement qu'à plus de 1000 mètres d'altitude, sur des terrains pentus et difficiles à cultiver. À partir des années 20, l'industrie de la parfumerie réclame de plus en plus de lavande et les agriculteurs provençaux s'adaptent. Pour répondre à la demande, on passe progressivement de la cueillette en montagne à la lavandiculture d'exploitation. Eliane Bress a grandi dans les montagnes de Drôme provençale. La lavande fait partie de son histoire familiale. Je coupe de la lavande à la faucille et au bourras, comme on nous a appris à faire quand on était tout gamin. Le matériel pour faire tout couper de la lavande, c'était une faucille et un bourras. Et on pouvait couper ça, de la lavande toute la journée, plusieurs jours, plusieurs semaines. J'étais fille d'agriculteur, donc dès qu'on pouvait marcher, on nous portait au champ. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup moins de champs parce qu'on n'aurait pas réussi à tout couper à la main. Parce que d'abord, il y avait pas que les lavandes, on avait un troupeau, il y avait des chèvres et des brebis. Donc on faisait la lavande entre le temps de s'occuper de l'élevage. Et il y en avait beaucoup moins. C'est mon mari qui, quand on a pris les terres de mes parents, a agrandi les parcelles. La lavande constitue alors une aubaine pour de nombreux agriculteurs provençaux. De revenu d'appoint, elle se transforme vite en revenu principal. À cette époque, on commence à la surnommer l'or bleu. Quand on avait fait vert lavande, on vidait le bourras parce que c'était lourd. On faisait des petites mares pour les faire un petit peu sécher pendant une paire de jours. Après, on remettait ça dans des bourras qu'on ramenait à des petites distilleries qui faisaient à peu près 100 kilos. On mettait ça dans cette petite cuve. On tassait avec les pieds, bien sûr. On remettait le chapeau. On faisait bouillir l'eau. La vapeur, après, passait à travers la lavande. Cette vapeur se chargeait d'essence. Et elle était condensée dans le refroidisseur à côté, quoi. Mais à l'époque, elle était beaucoup moins travaillée que maintenant. Après, petit à petit, les agriculteurs ont trouvé que ça serait peut-être mieux de se spécialiser un peu, de la ramener un peu plus bas, dans des terres plus faciles à faire et à travailler. Les plaines se couvrent d'exploitations de plusieurs dizaines d'hectares de superficie. Ces champs, dont la couleur intense semble faite pour s'accorder avec celle de la rocaille et du ciel, ne sont d'ailleurs pas des champs de lavande fine. Il s'agit d'une autre plante, un proche cousin de la vraie lavande, le lavandin. Rudy Useglio est un lavandiculteur issu d'une famille ouvrière. C'est par pure passion qu'il s'est lancé dans la culture à grande échelle, à Saint-Trinite, sur le plateau d'Albion. Le lavandin, c'est une hybridation naturelle entre la lavande de population de haute altitude sur les plateaux et la lavande de basse altitude, la lavande aspic. Le lavandin, une tige, 3 fleurs. Et la lavande, une tige, une seule fleur. Ici, dans les années 80-90, 90% de la culture sur le plateau, c'était de la lavande. Aujourd'hui, sur l'ensemble de mon domaine, je dois avoir 60% de lavandin, 40% de lavande. Plus productif, plus résistant et surtout adapté à la culture en basse altitude, le lavandin constitue aujourd'hui la variété de lavande la plus cultivée. Il est riche en linalol, la principale molécule aromatique contenue dans la lavande. Mais son huile essentielle n'est pas aussi raffinée que celle de la lavande fine. Elle entre surtout dans la composition des savons, des détergents et des assouplissants textiles. Depuis toujours, la lavande est synonyme de propreté. Son nom vient du latin lavare qui signifie laver. La lavande fine, également appelée lavande de population, est semée à partir de graines. C'est une plante féconde, porteuse d'une grande diversité génétique. L'huile essentielle qu'on en extrait reflète cette diversité. Elle possède une richesse olfactive incomparable
qui fait d'elle une matière première noble pour la parfumerie de luxe. Mon goût pour la lavande est venu assez tardivement et je suis allée la voir sur le terrain, je suis allée rencontrer les producteurs, j'ai vu le terroir, voilà. Et c'est en fait à ce moment-là moi, que j'ai commencé à apprécier cette matière. La lavande, ça a été longtemps considéré un peu galvaudé parce que on pense aux colognes des grands-mères et des grands-pères, on pense au lavandin aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de mélange dans l'esprit des gens entre la lavande et le lavandin. Alors, ce sont deux essences qui sont quand même très différentes. L'essence de lavandin est beaucoup plus camphrée, aromatique, peut-être un petit peu plus agressive, plus montante. La lavande est plus douce, plus ronde. La lavande fine, ça a toujours été considéré comme la meilleure lavande. Elle est plus fine, comme son nom l'indique déjà, olfactivement. Elle est plus riche aussi. Comme c'est un mélange de différentes graines, donc c'est un mélange de différentes, on pourrait presque dire micro-variétés. Dans l'odeur de l'essence, du coup, on retrouve toutes les notes qu'on peut trouver dans différentes essences de lavande, dans la lavande fine. On retrouve cette note florale, on retrouve cette note presque un peu champignon, roquefort qu'il peut y avoir dans une lavande. On va retrouver le côté chaud, un peu paillé, on dit coumariné. Voilà, c'est vraiment le summum. Mais depuis la fin des années 80, ce trésor végétal convoité est menacé par le dépérissement, une maladie bactérienne. Des champs entiers de lavande se dessèchent, perdent en quelques années leur belle couleur mauve, tournent au gris, puis dépérissent. Durement frappés, les professionnels du secteur ont réagi en créant un institut de recherche, le CRIEPAM, centre d'expérimentation en plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Éric Chess est le directeur de cet institut. Cela fait 30 ans qu'il se bat contre cette maladie. Ici, on est dans une parcelle de lavande qui malheureusement est sensible au dépérissement. Et donc, on a énormément déjà de plants qui sont avec ces symptômes par rapport à des plants qui ne sont pas encore touchés. Donc, on voit bien la différence. Dans ce cas, les plants n'ont pratiquement plus de fleurs. Alors que là, la floraison est tout à fait normale. Le développement de la maladie est surtout lié à la cicadelle qui transmet le phytoplasme, qui est une microbactérie. La cicadelle, c'est un micro-insecte qui fait 2 mm de long au stade adulte. Ça ressemble un petit peu à une minuscule cigale. Et elle passe 10 mois de l'année dans le sol, sur les racines. Et lorsque les larves ont vécu sur des plantes malades, elles ont ingéré le phytoplasme et les adultes qui vont sortir vont être porteurs et vecteurs du phytoplasme. Et lorsque les adultes vont se disperser dans les parcelles pour s'alimenter, pendant la période de floraison de la lavande, elles vont venir piquer des plantes et en les piquant vont transmettre la maladie. Une fois que la bactérie rentre dans la plante, en fait, elle est véhiculée par l'ensemble de la sève et obstrue les canaux de circulation de sève. Donc la plante, à un moment donné, elle n'a plus de quoi vivre, tout simplement parce qu'elle n'a plus de sève pour pouvoir s'alimenter. Sur une variété sensible, ça peut être des attaques très importantes dès la 2e année, avec des taux de mortalité qui peuvent être de 30 à 40%, entraînant au bout de 3 ans l'arrachage de la plante. Notre inquiétude, c'est que, étant donné que les prévisionnistes nous annoncent de plus en plus de chaleur en Provence, c'est que la cicadelle s'adapte de mieux en mieux dans notre région. La cicadelle est en effet un insecte xérophile, c'est-à-dire qu'elle apprécie la chaleur. Dans les années qui viennent, le réchauffement du climat pourrait accélérer sa propagation. La lavande aujourd'hui, bien sûr, elle est en danger car on a quand même baissé dans les 10 dernières années de 50% la production française. Dans les années 80, vous renouvelez une plantation de lavande au bout de 9 à 10 ans. Aujourd'hui, quand vous les arrachez au bout de 4 à 5 ans, c'est assez psychologiquement difficile à vivre et surtout financièrement. La maladie du dépérissement existe depuis longtemps, mais ce n'est qu'à partir des années 70 qu'elle se répand et fait son apparition sur le plateau de Valensole. En l'espace de quelques années, elle provoque la disparition d'une grande partie des champs de lavandin, une plante pourtant réputée robuste. La création du lavandin grosso, une variété résistante au dépérissement, obtenue par clonage, donne naissance à la cicadelle. La cicadelle est
donne un peu de répit aux lavandiculteurs. Mais quelques années plus tard, la lavande fine est affectée à son tour et depuis, le fléau se propage. On a été très impactés il y a une dizaine d'années. On a perdu 7-8 hectares en l'affaire de 2 mois et où on s'est fait peur, où on avait 2 jeunes à la maison, une qui était installée, l'autre qui voulait s'installer et vivre avec nous. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment jouer la carte du plan sain et pas essayer de jouer les apprentis sorciers. Une des raisons de la propagation de la maladie est l'utilisation de boutures artisanales contaminées par le phytoplasme. Depuis quelques années, le CRIEPAM encourage la culture de plants certifiés sains en provenance de ces serres de Manosque. Élevés à l'abri des cicadelles, ces plants sont peut-être l'avenir de la filière. Parmi toutes les méthodes qu'on essaie de mettre en place pour lutter contre le dépérissement, il y a la production de plants sains qui garantit aux producteurs l'état sanitaire des plants au départ. En fait, toutes nos variétés cultivées ont été régénérées in vitro pour les débarrasser des phytoplasmes notamment et sont cultivées dans cette serre. Et après, ça sert de matériel de base pour les pépiniéristes, pour qu'ils fournissent en fait aux producteurs du plant indemne de phytoplasme. Les plants produits à Manosque sont aujourd'hui à l'origine de plus de 60% des lavandes cultivées en France. La méthode a fait ses preuves, pourtant les chercheurs du CRIEPAM continuent à développer de nouvelles variétés. Il n'existe pas de plantes résistantes. Au mieux, ce sont des plantes tolérantes, c'est-à-dire que la plante va supporter, soit elle va être plutôt répulsive vis-à-vis de l'insecte, donc il ne viendra pas piquer, soit la plante tolérera le phytoplasme et vivra avec. Heureusement, en lavande, on en a déjà trouvé qui permettent aux producteurs de continuer à produire dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes qu'il y a une dizaine d'années. Une seule méthode ne suffira sans doute pas à éradiquer la cicadelle. D'autres mesures de protection sont étudiées. En observant le comportement de cet insecte, les scientifiques ont remarqué qu'il ne volait jamais à plus de 80 cm du sol. Ils ont donc imaginé d'opposer des obstacles physiques à sa propagation. On s'est aperçu en fait que lorsqu'on faisait un écran végétal l'année de plantation, où les plants de lavande sont tout petits, en fait on perturbe l'insecte parce qu'on cache les plants et de ce fait on a beaucoup moins de contamination. La culture de blé entre les rangs de lavande est une solution facile à mettre en œuvre et surtout respectueuse de l'environnement. D'autres méthodes douces, peu coûteuses et écologiquement responsables sont en cours d'évaluation. La pulvérisation de la kaolinite, une argile blanche, en fait partie. Salut, ça va? Ça va et toi? Voilà. Bon, alors, ça y est, t'as traité? Ouais, j'ai traité là, ce matin, là, je viens de finir à 15 kg hectare la kaolinite. Comme on commence à piéger les insectes. On pulvérise cette argile, qui est une argile naturelle, ce qui fait en fait une sorte d'écran mécanique sur le végétal. Au lieu d'avoir un vert assez prononcé, on a un vert qui devient grisâtre et de ce fait quelque chose de moins attractif pour la cicadelle. La kaolinite s'applique quand la cicadelle sort de terre et prend son envol. C'est le moment où elle est la plus susceptible de transmettre la maladie à des plants encore sains. Les méthodes douces développées par le CRIEPAM ont pour but d'éviter le recours aux pesticides, une solution de facilité qui serait fatale aux plus fidèles compagnes de la lavande, les abeilles. La lavande exerce sur elle un attrait irrésistible. Dès que les plants fleurissent, les butineuses se mettent en action. D'avril jusqu'à mi-juillet, ces insectes pollinisateurs voyagent de plant en plant afin de récolter le nectar parfumé des fleurs. Dans leur ruche, les abeilles transforment ce nectar en un miel au parfum unique. Mais depuis plus d'une décennie, les colonies d'abeilles sont touchées par une mortalité sans précédent. Il est aujourd'hui certain que les pesticides utilisés en agriculture
sont largement responsables de cette mortalité. Les apiculteurs sont d'accord avec les producteurs de lavande. Il faut absolument privilégier les moyens naturels de lutte. L'abeille est une espèce en danger. Il y a déjà des preuves dans le monde entier. Aux États-Unis, en Chine, ils n'ont quasiment plus d'abeilles domestiques. C'est lié à l'utilisation de certains insecticides qui sont de la famille des néonicotinoïdes. Il y a un effet direct sur leur système nerveux et elles ne retrouvent plus leur ruche. Donc il y a une dépopulation très rapide, et voire même totale de la ruche. C'est une des raisons pour laquelle on est en bio, nous, dans notre exploitation, par conviction, mais également pour un peu montrer l'exemple. La production de miel de lavande engendre une création de richesse presque aussi importante que la production d'huile essentielle. Les abeilles sont donc aussi précieuses pour la Provence que la plante dont elles se nourrissent. Début juillet, les fleurs de lavande sont arrivées à maturité. Elles ont un peu fané et leur couleur a perdu en intensité. C'est l'époque où la lavande, gorgée d'huile essentielle, répand sur tout le paysage son parfum capiteux. Il est temps de récolter. Les arômes de la plante ne doivent pas se dissiper. Pour les lavandiculteurs, le temps s'accélère. C'est la récompense d'une année entière de travail. Mais c'est aussi un moment de tension, car les aléas météorologiques peuvent avoir des conséquences dramatiques. La récolte, c'est toujours un moment de stress, on vit avec le temps. On a peur de la pluie, on a peur de l'orage, on a peur même d'une trop grosse chaleur. La machine peut tomber en panne, la distillerie peut tomber en panne. Donc c'est 3 semaines de stress total. Le plus gros risque, c'est la grêle. Chaque soir, quand il fait un orage, on prie pour qu'il n'y ait pas de grêle. Si la grêle tombe, la récolte est foutue. La grêle casse les tiges, ce qui rend la récolte impossible, alors que la pluie gorge les fleurs d'eau et dénature leur parfum. L'une ou l'autre pourrait réduire à néant toute une année d'efforts. La récolte se joue sur 15 jours, 3 semaines et on joue 60% de notre salaire. C'est bon? Tout va bien? C'est bon? Ça va? Ouais. La caisse, elle en perd pas mal, là, hein, Laurent? Je trouve que chaque fois que tu fais tourner, la caisse, elle en perd pas mal. C'est vrai qu'on a quand même quelques difficultés en montagne comme pas les gens en plaine. On a des petits champs, on a des parcelles super en pente, ce qui ne nous permettra jamais de toute façon d'avoir du matériel autant sophistiqué que d'autres. L'ensileuse à 1 rang, à 3 rangs, ça n'existera jamais. Il faut avoir un tracteur avec des 4 roues motrices pour lui permettre de rester bien en place. La menace de la cicadelle reste toujours présente. Le champ d'un lavandiculteur voisin touché par le dépérissement risque de contaminer les parcelles d'Eliane et Florent. Je ne sais pas si j'attaque en bas ou en haut. Là-haut, il y a du dépérissement sur le champ. Mais oui, apparemment, ça a l'air d'être ça. Hein. Jean-Marie, là, il faudrait que je lui demande tout à l'heure pour voir s'il a mis des plans serre en terre. Parce qu'il y a quand même longtemps qu'on leur dit de le faire. Ouais. De ne pas jouer à l'apprenti sorcier avec des plans achetés n'importe où, à n'importe qui. C'est surprenant que ça arrive comme ça d'un coup. Mais un peu l'année passée, un peu cette année, moi j'ai peur. Oui, mais quand même, là, c'est quand même vraiment important cette année. Quoi. Moi j'ai peur pour les nôtres, parce que si c'est de la cicadelle... Mais nous, on en a un petit peu des plantes dépérissantes dedans. Là. Ça fait mal au cœur, il m'a dit qu'il en avait 3 champs qui avaient dépéri complètement, qu'il n'avait même pas pu couper cette année. Ah ben, oui. Travailler pour rien, quoi. Ben oui. Du côté du plateau d'Albion aussi, la récolte a commencé. Pour lutter contre le dépérissement, Rudy Useglio a planté de la lavande clonale, une variété de lavande fine qui tolère mieux la cicadelle. Contrairement à la lavande de population obtenue par bouture, ces plants sont donc tous identiques. Elles donnent une huile essentielle au parfum très stable, alors que celui de la lavande de population est beaucoup moins prévisible. Ici,
Pas de champs en pente, mais de grandes étendues plates qui permettent d'utiliser des ensileuses dernier cri. On est extrêmement mécanisé, on récolte 3 rangées à la fois, avec un débit de chantier de 1 hectare à l'heure, en sachant que, une petite anecdote, il y a 20 ans, à 2 bonhommes, on coupait 1 hectare par jour. Quand on coupe à une machine à 3 rangées, on suit en direct à côté de la machine avec une cuve spécialement dédiée à la distillation. On remplit cette cuve avec le végétal. Cette benne, quand elle est pleine, on l'amène à la distillerie, on ferme le couvercle, on branche la vapeur et on la distille. Donc le procédé, il est extrêmement rapide. Ce qu'on coupe dans la journée, on le distille dans la journée. Sur l'autre versant du Mont Ventoux, en Drôme provençal, la récolte est restée plus artisanale. Dans ce terroir organisé en petite exploitation, la lavande pousse souvent entre les vignes et les chênes truffiers. Ici, la récolte est toujours une affaire de famille. Et pendant la saison, les jeunes viennent encore prêter main forte à leurs aînés. Chaque village possède son alambic et distille à sa manière, artisanale ou automatisée. Cela dépend du type de lavande, de la quantité à traiter, de la qualité recherchée. La distillation est une étape essentielle du long processus qui mène de la plante au parfum. C'est une métamorphose alchimique au cours de laquelle les senteurs subtiles de la lavande se concentrent, mûrissent. L'huile essentielle capture la composante la plus insaisissable de la plante, son parfum. La lavande étant une plante aromatique, seul ce type de plante pourra être soumis à une distillation à la vapeur d'eau. Le principe est simple, la vapeur va passer à travers la plante et c'est là que la vapeur d'eau va permettre l'ouverture des vésicules qui contiennent les molécules aromatiques et c'est à ce moment-là que nos molécules aromatiques vont passer à l'état gazeux. On n'a plus dans un deuxième temps qu'à les refroidir pour repasser de l'état gazeux à l'état liquide. La lavande vraie va surtout contenir des molécules que l'on appelle des esters, alors que plus on va descendre près de la Méditerranée, donc en passant par le lavandin, plus nos lavandes vont se charger en camphre et en cinéole, en un huile de cinéole qu'on appelle aussi en eucalyptol. Une fois qu'on les a récupérés à l'état liquide, on n'a plus qu'à les mettre dans nos petits flacons pour pouvoir les utiliser. Le parfum, jusqu'ici invisible, insaisissable, est contraint de prendre corps. Il s'incarne maintenant en huile essentielle, un concentré d'arômes d'une incroyable richesse olfactive. Alors que dans la vallée, la saison de la récolte tire à sa fin, elle bat encore son plein dans les montagnes de la Drôme. Nathalie Gracia-Seto a rendez-vous chez Eliane Bresse pour comparer le résultat de 2 techniques de récolte. Faire un essai de lavande distillée en verre, donc coupée, distillée tout de suite après, et un essai comme les années précédentes de préfanage avec 24 à 36 heures de séchage au sol. Donc il y aura une olfaction pour voir s'il y a déjà une différence de qualité olfactive entre ces 2 huiles essentielles. Oui, je m'impatiente. C'est intéressant de faire l'essai sur un même champ, le même jour de récolte, avec les mêmes lavandes. C'est là où on va vraiment pouvoir comparer 2 types de distillation. Comme les anciens, Florent Bresse a toujours pratiqué la récolte en préfané. Après l'avoir coupée, on laisse la lavande sécher à l'air libre pendant plusieurs jours avant de la distiller.
Le préfanage est important car il permet de réduire les notes olfactives herbeuses et laisse se développer les senteurs florales plus appréciées des parfumeurs. Mais cette technique prend du temps et augmente le risque de voir la récolte gâchée par la pluie au dernier moment. Ça nous arrangerait bien, non pas faire comme on a fait aujourd'hui toute la journée, de vider dans un champ, de revenir le chercher demain. On pourrait directement vider, reprendre dans le caisson. Il y aurait sûrement moins de pertes, ça c'est certain. Après, il faut voir s'il est empérien en qualité olfactive. Si on voit vraiment que la qualité est inférieure, on continuera de faire du préfané. À l'alambic de Saint-Nazaire-le-Désert, là où la famille Bresse distille sa lavande depuis toujours, l'heure du verdict est arrivée. Des 2 huiles essentielles, quelle est celle qui séduira le plus la créatrice de parfums? Alors, il y en a une qui est un petit peu plus verte, plus fraîche. Et l'autre est plus riche, plus florale, plus coumarinée. Elle est moins fraîche, oui. Moins montante, moins camphrée. Oui, elle est restée 24 heures au sol, elle a séché. Celle qui n'est pas préfanée, elle a les caractéristiques qu'on retrouve de loin dans un lavandin, c'est-à-dire cette fraîcheur très fusante. En séchant, la plante évapore son eau et donc déjà on distille moins d'eau, l'essence sera peut-être probablement plus concentrée dans la plante et donc on aura, je pense, une essence qui est moins volatile avec des composants probablement un peu plus lourds et ce qui fait que ça amène la richesse. Quand on fait ce genre d'essai, on cherche la qualité, mais on cherche aussi la typicité des produits, c'est-à-dire avoir des produits qui sont un peu typés différemment au sein d'une même famille. Ça ne veut pas dire qu'on va opter pour l'un ou l'autre, mais se dire qu'on pourra avoir le choix entre 2 qualités différentes, c'est intéressant parce que certains vont chercher la fraîcheur dans une essence de lavande, d'autres vont chercher ce côté plus riche, plus dense, plus sensuel, on pourrait dire. J'ai l'impression que cette année sera une bonne année parce que ce qu'on sent là, vraiment au sortir de l'alambic, c'est déjà très bon. C'est bon signe parce qu'en général, les essences naturelles ont besoin d'un certain temps de mûrissement, on va dire. Donc elle va en plus gagner encore. L'olfaction prouve que le préfanage est une technique qui garde toute sa raison d'être. Chaque huile essentielle possède un parfum singulier qui nous raconte ce que la plante a vécu. Plus de 100 molécules aromatiques différentes entrent dans sa composition. Elles s'associent en une combinaison unique, propre à chaque terroir. Le parfum qu'elle compose nous parle du terrain sur lequel la lavande a poussé, de l'orientation du champ, du moment où elle a été récoltée, comme de la façon dont elle a été distillée. L'huile essentielle garde le souvenir du soleil et de la pluie, de la chaleur, du froid et de la force du vent. Un mois s'est écoulé depuis la distillation. Ce temps de repos permet aux arômes de l'huile essentielle de se développer. Le moment est venu de distinguer les lots les uns des autres. Le lavandin, bien qu'il soit de bonne qualité, cette année ne sera vendu qu'une 20aine d'euros le kilo, alors que la lavande fine peut voir son prix dépasser les 150 euros. Mais la récolte doit encore subir une ultime épreuve, l'olfaction. Nathalie retrouve Eliane et ses collègues lavandiculteurs afin d'évaluer les huiles essentielles distillées cette année. Les lots sont anonymes afin de ne pas influencer le vote des juges. Les huiles essentielles les plus appréciées entreront dans la composition de grands parfums. D'autres seront peut-être purement et simplement écartées. Fil numéro 2. Ça fait un parfum tout seul, ça. Ah, c'est super bon. Elle est à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est bon, ça. Ces plantations. Plus foin, coumarine. Coumarine, c'est où déjà, Vincent, ça? La 3, elle est bizarre. La 3, elle est bizarre. 3, elle est bizarre. Oui, il lui manque un peu d'aération. Mais... Elle est moins florale. Moi, j'aime moins. J'aime un peu moins que la précédente. Je pense qu'ils l'ont brûlée à la distillerie. Hein. C'est souvent qu'ils en brûlent celle-là, la distillerie. Il la chauffe trop. La 14. Ah, c'est joli, ça. Très bon. Et c'est la vôtre aussi, très fleuri. Oui, mais il peut l'avoir distillé. Je crois qu'il les a distillés en caisson, lui.
Je trouve que cette année, en fait, olfactivement, elles sont top, elles sont beaucoup plus fraîches, florales. Et elles n'ont pas ces notes de soufre qu'on a parfois, ou cette note de foin, ou cette note champignon. C'est normal, il n'a pas plu cette année, donc c'est l'année idéale pour couper des lavandes et avoir des essences de qualité. La 19, c'est bon. On dirait un peu d'odeur. Ouais. Super grasse sans l'huile de lin. Ouais, c'est vrai. Voilà le danger aussi de trop les laisser sécher. Mais ça, tu aimes ou moi quand c'est très coumaриné? Moi j'aime bien quand c'est coumaриné, bien voilà, sûr. Ouais. Mais pas quand il y a ce côté gras. La veine. Ça fait pas lavande. Ah non, ça fait pas la lavande. Il manque plein de choses pour que ça fasse une vraie lavande. Je sais pas, elle sent la terre, moi je trouve. Valérie? Ah oui, c'est compliqué. Donc la veine, c'est non. On écarte. Ouais, parce qu'après. C'est vrai qu'il y a, quand c'est votre échantillon qui passe, on a toujours la crainte d'entendre dire ben non, c'est refusé. Et moi, j'aimerais que tous les gens dont les échantillons sont refusés soient là pour entendre dire par les acheteurs ce qui ne va pas. La difficulté du métier, c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans la différence, dans la sélection, ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut refuser. Parce qu'on a 20, 30 échantillons qui présentent des nuances différentes, qui présentent des tonalités différentes, et qu'on va finir par associer. C'est plus difficile, mais c'est plus intéressant, c'est plus passionnant. On est proche de la nature quand on a ces échantillons, on la sent. Ce qui est passionnant, c'est de retrouver la variété d'odeurs qu'on peut sentir quand on va sur un champ de lavande de population, ou quand on frotte, on peut, selon les plants, on peut trouver des odeurs très différentes. J'ai noté des choses, ça va du verte, foin, coumarine, sèche, fruité, abricot. D'un lot à l'autre, on va avoir des odeurs très très différentes. Les divers lots ne seront pas utilisés purs. Les acheteurs de matières premières vont les combiner afin d'obtenir le parfum le plus équilibré possible. Les différences entre les diverses provenances seront atténuées, mais le résultat final va s'enrichir des particularités de chacune. Privé de ses couleurs, le paysage provençal reprend en septembre son aspect d'origine, celui de la terre et de la pierre, celui d'avant la lavande. La lavande se prépare à passer l'hiver. C'est une plante rustique qui ne craint pas le froid. Elle refleurira au printemps prochain. Dans la Drôme, Nicolas Delval récolte les derniers bouquets de lavande sauvage encore accrochés au flanc de la montagne. J'aime bien faire de la cueillette tardive une fois que les lavandes ont déjà défleuri, ce qui me permet d'avoir des arômes moins vifs, moins prononcés, mais beaucoup plus subtils, sucrés, qui peuvent tirer même sur des notes vanillées. La lavande, c'est une plante aromatique, mais c'est aussi une plante médicinale. Plus on monte en altitude, plus elles sont riches en esters, notamment en acétate de linalyle, c'est des molécules calmantes. Pour nous, cueilleurs, c'est la crème. C'est la lavande la plus recherchée pour l'aromathérapie, par exemple. Les propriétés thérapeutiques de la lavande sont connues depuis longtemps. La plante faisait déjà partie de la pharmacopée médiévale et entrait alors dans la composition de nombreux remèdes. On lui prêtait à cette époque des vertus presque magiques. Le roi Charles V avait même ordonné qu'on la cultive dans les jardins du Louvre pour lutter contre la peste. Elle a des propriétés calmantes pour les gens qui vont être stressés, anxieux, qui ont du mal à s'endormir. C'est vraiment l'allié de choix, quoi, qui est facile d'usage. On peut par exemple mettre 3 gouttes d'huile essentielle de lavande fine sur son oreiller et on retrouve du calme, on respire lentement et on s'endort facilement. Ça nous permet d'avoir une bonne nuit réparatrice. Avec la lavande, on peut aussi soigner des petites brûlures, tout ce qui est piqûres aussi, piqûres d'insectes. Ça va apaiser la douleur, apaiser les démangeaisons. C'est vraiment multi-usage. Les senteurs qui embaumaient les collines se sont dissipées. En produisant la lavande, le terroir provençal a donné le meilleur de lui-même.
Tandis que le paysage repose, le voyage qui mène de la plante au parfum se poursuit. La transformation des arômes n'est pas encore terminée. Pour devenir parfum, l'huile essentielle de lavande fine devra être associée aux extraits d'autres plantes tout aussi précieuses qu'elle. Imaginer ces accords, c'est tout le talent des parfumeurs. De retour à Paris, Nathalie travaille maintenant à la création d'un parfum féminin à base de lavande. Il sera peut-être le reflet de son expérience provençale. Quand j'ai redécouvert la lavande en allant sur la récolte, en allant sur le terroir, je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup plus de facettes que je ne l'avais imaginé jusqu'à présent. Et du coup, j'ai envie d'essayer de la travailler au féminin, réellement. Par exemple, je pourrais, sur cette fameuse facette coumarinée un peu foin, je vais l'exacerber en utilisant de la fève tonka, de la vanille pour pousser ce côté chaud, sensuel qu'on pourrait rechercher. Dans la lavande, il y a des molécules communes à l'essence de bergamote, donc c'est intéressant d'associer, par exemple, la lavande à la bergamote en tête. Ou voilà, on peut s'amuser comme ça à étirer en fait dans différentes directions le produit autour duquel on travaille. C'est tout un travail de composition, comme on pourrait composer de la musique, c'est-à-dire qu'on va associer les notes entre elles. On va travailler une note de tête, on va travailler une note de cœur, on va travailler une note de fond pour que le parfum ait une évolution et qu'il ait sa singularité tout au long du parfum. Mais la route est longue de l'idée à sa concrétisation. Il faudra encore de nombreux essais avant de trouver la formule idéale. La complexité des formules impose le recours à des logiciels qui ont depuis longtemps remplacé le cahier de recettes des anciens parfumeurs. Les précieux ingrédients, tous très concentrés, sont pesés, mélangés et chauffés avec une extrême précision. La recette imaginée par la parfumeuse doit être respectée au milligramme. Le moindre écart peut modifier totalement le résultat final. Mais l'évaluation d'un parfum échappe au rationnel. Elle reste très subjective. J'ai fait 4 essais avec des dosages un peu différents, et de la lavande et des différentes notes florales. Et tu verras, il y en a un qui est un petit peu plus oriental que les autres. À cette étape, Naila Amayed, qui évalue les parfums en cours de création, vient en renfort. 2 avis ne sont pas de trop. J'adore la naturalité du 4. Le côté très vert, feuilles froissées, comme quand tu prends le brin de lavande et que tu le froisses entre tes mains. Je trouve ça très bon, ça donne une très jolie ouverture en départ. J'aime bien l'effet un peu fruité qui ressort. J'aime bien l'effet aussi plus doux, plus chaud, l'effet foin qu'on a dans la lavande qui amène un truc assez confortable. Mais justement, je préfère le confort du 3. C'est après ce côté vraiment absolu lavande, tout le côté très coumarine qui se développe. Encore plus addictif, quelque chose de très poudré. Peut-être un dosage entre les deux. J'aime bien aussi la floralité qui amène beaucoup de féminité, là, le côté plus rond qu'il y a dans le 1. Qui fait bien le liant avec le côté aromatique de départ et le cœur. Mais on pourrait presque greffer ça sur l'autre essai, sur l'essai 4 qui était bien large, bien confortable. En revanche, j'aime moins le 2. Oui, je suis d'accord. C'est un peu trop côté aromatique camphré, presque un peu médicinal. C'est un peu fond de théière, feuilles bouillies. Je l'ai peut-être un peu trop surdosé. Est-ce que tu penses que tu peux mettre la floralité du 1 avec le côté plus poudré addictif du 3? Ouais, complètement. Ouais, je vais essayer. Et sans trop masquer le départ qu'on aime beaucoup du 4, dans ce côté feuilles froissées naturel. Ok. On continue à bien sentir que la lavande, elle est au cœur de la structure. Tu vois C'est une jolie piste. Le but d'un parfum, c'est de créer une émotion. Chaque artiste est capable de créer une nouvelle partition. Et pour les parfumeurs, c'est la même chose. Grâce à leur créativité, à leur imagination sans fin, à leur enthousiasme, à leur curiosité,
Ils sont capables de réinterpréter n'importe quel ingrédient de la parfumerie, qu'il soit mythique, nouveau, qu'on considère classique, tout est relatif. Donc heureusement, tout est encore possible avec la lavande. On peut travailler des mois et des mois sur la même formule, en multipliant les essais. C'est important de garder toujours l'image première qu'on avait et pas perdre le fil, en fait, pour en faire un parfum le plus universel possible, on va dire. De nombreux parfums sont créés chaque année, mais peu d'entre eux laissent une empreinte. Un grand parfum doit à la fois surprendre et rassurer. Il doit s'imposer comme une évidence. On ne se passera jamais de parfum. C'est la mémoire. Et on ne peut pas vivre sans mémoire. C'est l'histoire familiale, le parfum de la mère, le parfum de l'amant. Et son propre parfum, c'est une empreinte, c'est viscéral. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect social, la séduction, le bien-être. Et puis c'est du plaisir, c'est le plaisir avant tout. C'est aussi le cadeau. Non seulement quand on offre du parfum, mais quand on se parfume, c'est aussi... j'espère que c'est un cadeau pour l'entourage. C'est l'imaginaire, ça vous transporte un parfum, ça vous amène ailleurs. C'est une relation à l'autre, c'est énorme le parfum. C'est aussi primitif, parce que l'odorat c'est primitif, donc c'est essentiel. Bien qu'il soit éphémère, le parfum laisse dans notre mémoire une trace indélébile. Celui de la lavande nous accompagne depuis plus de 2 millénaires. Il fait maintenant partie de notre patrimoine olfactif. Dans quelques mois, les champs refleuriront, les abeilles butineront à nouveau leur nectar et les collines de Provence retrouveront leur couleur caractéristique. Ce trésor menacé, que les lavandiculteurs provençaux défendent si farouchement, il faut continuer à le protéger. Ce paysage, ce sont les hommes qui l'ont façonné, ce sont eux qui l'ont habillé de mauve, et c'est grâce à leurs efforts que la lavande restera longtemps encore la plante emblématique du sud de la France.